Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait plus d'1 million d'euros avec la stratégie des challenges en ligne. Et du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis en place, comment je m'y suis pris. À la fin de la vidéo, je vous file même une petite template pour que vous puissiez faire des projections. Meilleur scénario, scénario moyen, scénario bas. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez pour votre business, voir à quoi ça pourrait ressembler. Je vous donne ça du coup à la fin de la vidéo. La vidéo va se décomposer en plusieurs parties. On va d'abord voir comment est-ce que j'ai ramené du trafic pour mon challenge, le funnel que j'ai utilisé pour convertir les prospects et faire en sorte qu'ils se présentent lors des lives. Donc on verra ce qu'on a mis en place pour les show-up. Comment est-ce que j'ai rédigé les contenus des challenges. On avait plus de 1000 slides par jour. Vous allez voir la structure que j'ai utilisée pour les différents jours et l'idée marketing qu'il y avait derrière, l'angle. Au niveau du closing, l'équipe qu'on a construit, combien de closers on avait, comment est-ce qu'on s'y est pris au niveau des SOP, et enfin les KPI que vous pouvez attendre, du coup avec les projections ici que vous pourrez utiliser. Donc au niveau du trafic, on a utilisé 3 sources de trafic, les ads, les mails, l'organique. Au niveau des ads, on a vraiment fait beaucoup de volume, à savoir que sur les mois précédents de challenge, j'avais pas été aussi actif sur mon organique que j'ai pu l'être l'année dernière. Donc forcément, on a eu moins d'inscrits en organique. Mais par contre, on a redoublé d'efforts sur les ads. On a dû écrire 200 ads, je dirais à peu près. Donc en partie moi, mais surtout une équipe qu'on avait internalisée pour l'event. Donc vous pouvez voir, hop, on les a classifiés par angle à chaque fois. On a essayé d'utiliser du coup, pour ceux qui connaissent, les différents niveaux de conscience de Jane Schwartz. Si vous voulez, dans un marché, on va avoir différents types de prospects. Ceux qui sont complètement inconscients, ça représente 60% de l'audience. Ils ne savent pas qu'ils ont un problème et ils vivent leur vie normalement. Ceux qui sont conscients du problème, donc par exemple, ceux qui sont conscients qu'ils ne gagnent pas assez d'argent tous les mois et qu'ils aimeraient en faire plus, ça représente 20% à peu près de la taille du marché. Euh, les personnes qui sont conscientes de la solution, ça représente 10%. Ils connaissent les différents types de solutions du coup qu'il y a dans le marché pour gagner plus d'argent. En l'occurrence, ce serait faire du e-commerce, lancer un business de coaching ou de formation, lancer un business OnlyFans. Voilà, il sait qu'il a un problème, il a envie de gagner plus d'argent, il sait qu'il y a des solutions, mais il ne sait juste pas laquelle choisir. Conscient du produit, ça représente 7%. Moi, je pense que c'était encore moins parce que Gross Operator, c'était vraiment une toute nouvelle opportunité. Donc, il y a peu de personnes qui étaient au courant de ça et de ce que je pouvais proposer. Donc, ça, c'est les gens qui vous connaissent déjà mais qui n'ont pas encore acheté. Et enfin, 3%, les gens qui sont déjà prêts à acheter, qui sont chauds, qui vous suivent, qui vous font confiance et qui attendent juste le bon moment. Donc, sur les différentes ads, vous voyez, on avait comme ça le trafic, quel type de trafic on ciblait, donc plus ou moins chaud. Est-ce qu'il était conscient ou pas de l'opportunité? Et donc, on l'a décliné plusieurs ads comme ça pour essayer de toucher différents segments de marché et avoir les coûts par lead les plus bas possibles avec le trafic le plus qualifié possible. Donc voilà, on en a vraiment rédigé beaucoup. Je pense que ça m'a pris 4 ou 5 journées de tournage pour pouvoir faire tout. Vous voyez, il y a 161 pages. Et je vous encourage à faire pareil parce qu'au plus vous allez tester d'angle, au plus vous allez tester de hook, de corps, au plus vous avez de chances d'avoir des bons résultats sur les ads. Le volume est vraiment très important et on pourrait sous-estimer son importance. Donc voilà, essayez d'être au maximum créatif sur les ads que vous allez tourner, sur les angles que vous allez avoir et vous maximiserez les résultats que vous allez obtenir. En termes de budget, on a investi sur le premier challenge 140 000 euros, sur le deuxième 160 000 euros, un petit peu plus, à savoir qu'on a eu des CPL plus chers sur le deuxième challenge et on a eu des résultats moins bons du coup. Sur le premier challenge, on avait fait un petit récapitulatif avec nos meilleurs ads, du coup, celles qui avaient eu les meilleurs CPL. Je vous encourage à faire pareil. Vraiment tester les ads et garder en mémoire ce qui a bien marché pour vous pour pouvoir le réutiliser plus tard. Donc, par exemple, cet ads-là, on avait dépensé 25 000 euros sur Meta. On avait eu un CPL à 4,53 €. C'était une de nos meilleures en Upgrade à 43,88. Et ah bah là je peux pas voir, mais normalement on garde chacune des créatives, je les ai dans des dossiers Drive aussi. Donc voilà, je vous encourage à faire pareil, vraiment garder en mémoire ce qui a marché parce que du coup on a réutilisé les meilleurs du premier challenge pour le deuxième et ainsi de suite. On s'est foiré sur le timing. On s'est foiré sur le timing parce que si vous voulez sur le premier challenge, j'avais lancé mes ads peut-être plus de 15 jours avant et j'avais eu un mauvais show-up rate sur les lives. Donc je me suis dit peut-être que c'est comme pour les appels de closing. Si les gens voient mes ads trop longtemps avant le début du challenge, avant le début des lives, bah forcément, il va y avoir un mauvais show-up rate. Du coup, sur le deuxième challenge, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a lancés une semaine avant. Et
le SwipeRate était pas meilleur. Ça a vraiment rien changé. Mais le problème, c'est qu'on a dépensé 160 000 euros en 7 jours, au lieu d'avoir espacé plus les dépenses sur plusieurs jours et donc dépensé moins par jour. Ce qui fait qu'on a eu des CPL beaucoup plus chers parce qu'on a resserré les dépenses et qu'on a investi plus par jour. Donc ce que je vous recommande, c'est de lancer les ads 12 jours avant le début du challenge, 6 jours où vous dépensez environ 25% du budget et 75% sur les 6 derniers jours où vous envoyez un peu plus la sauce. Ça vous permettra déjà de trouver des winners et de mieux calibrer vos dépenses. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des ads. Assez simple, hein, rien de très technique. Trouvez des angles créatifs, testez-en plusieurs. Pour les tournages, nous, on a tout fait à l'iPhone. On ne s'est pas pris la tête. Un petit micro DJI, l'iPhone. Avec Lucas, on a eu des idées aussi on the spot. Durant les tournages, on a de nouvelles idées. Et d'ailleurs, c'est souvent les meilleures idées qu'on a eues. Hein, quand on regarde les résultats, les trucs pas trop scriptés, un peu faits à l'arrache, naturel, authentique, c'est ce qui a tendance à le mieux performer. Donc n'hésitez pas à être créatif lors des tournages aussi. Voilà, ça c'est un petit peu tout sur les ads. Au niveau des mails, du coup, bon, bah, rien de très technique, hein. On a annoncé par email à la base que j'ai pas mal de gens par. Donc voilà, des mails avec de la preuve sociale pour encourager les gens qui avaient déjà opt-in dans le passé, soit avec de l'organique, soit avec de l'ADS, à s'inscrire pour l'événement en ligne, le challenge. Ensuite, on a utilisé l'organique et notamment Instagram. On a repris quelques ads, on va dire, qui passaient bien en organique. Donc si je vous montre ici, hop, sur mon profil Insta, un profil, chaque dans les réels. J'en ai retiré pas mal, mais par exemple celle-là c'était une ads qu'on avait tournée qui avait bien fonctionné en organique. Et donc l'idée c'est d'avoir une petite description avec un appel à l'action. Si tu commandes challenge, je t'envoie le lien pour t'inscrire. Et derrière on a donc une automatisation avec ManyChat. Un DM est envoyé automatiquement et les gens s'inscrivent. Ça c'est assez classique et pas super compliqué à mettre en place. Je vous encourage à le faire. Vous aurez beaucoup plus d'interactions sous vos posts. Ça boostera l'engagement sous les algorithmes. Et vous aurez beaucoup plus d'inscrits si les gens reçoivent le truc par message privé directement. Donc voilà, on a fait pas mal d'organique. Je pense que j'ai dû faire 2-3 posts par jour sur la dernière semaine pour pousser les gens à s'inscrire. Et puis voilà, les automatisations ManyChat, ça ressemble à ça. Lorsque les gens répondent à un CTA en story ou sous un réel, eh bien, ils reçoivent une invitation et ils peuvent s'inscrire à partir de là. Sur YouTube, on a également dans les descriptions des 3 dernières vidéos, donc 3 semaines, j'avais lancé la promo organique un petit peu avant la promo ads, puisque je vous avais dit que là j'ai fait une semaine avant. On avait donc le lien directement du funnel pour s'inscrire, avec la page opt-in que je vous présenterai juste après. Et sur TikTok, on avait le lien en bio. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur mes shorts, j'avais 3 types d'appels à l'action. Ah non, avec les ads, j'avais un appel à l'action pour les ads, qui était clique sur le bouton en dessous de cette vidéo. J'ai enregistré un deuxième appel à l'action pour les shorts organiques, où je disais commente challenge sous cette vidéo. Et j'avais un troisième appel à l'action pour les posts sur TikTok, qui était clique sur le lien dans ma bio pour t'inscrire. Et donc, les monteurs, ils avaient juste à changer le call to action à la fin de chaque montage. C'était un peu chiant pour eux, mais au moins ça nous permettait de maximiser les inscrits sur toutes les plateformes. Et c'est un petit détail de changer l'appel à l'action, mais qui permet au final d'avoir quand même plus de résultats. Au niveau du funnel, du coup, on avait une page de capture, comme ça, avec un titre. Ça, c'était le dernier challenge, du coup. On avait fait sur 3 jours. En continu, on avait fait des split tests sur la page opt-in, sur les titres, parce qu'elles convertissaient pas super bien. Surtout sur le deuxième challenge, on était un petit peu déçus des résultats. Donc voilà, on avait essayé d'optimiser au max avec des split tests. Donc là, rien d'exceptionnel, hein. Un titre, une image, un petit peu de preuve sociale en bas, le contenu des jours. Derrière, ça on l'a mis en place sur le deuxième challenge, je n'avais pas fait sur le premier, je vais vous donner les résultats. On a mis en place une upsell. Okay, donc une upsell, c'est une offre avec vente automatique derrière l'inscription, où on mettait en avant du coup un VIP. Et les gens qui étaient en VIP, ils pouvaient du coup avoir accès à comment créer un vision board avec de l'IA, mes templates de productivité, le livre d'Hormozy pour les premiers inscrits, des calls VIP avec moi en backstage, enfin voilà, pas mal de choses. Et on avait du coup mis en place une offre VIP à 97 euros. L'objectif de cette offre, c'était du coup de baisser nos coûts d'acquisition et de rembourser un petit peu ce qu'on avait payé en ads. Bon, c'était pas fameux en termes de remboursement. C'était surtout avec l'idée d'optimiser notre ciblage méta en fonction
des gens qui achètent le VIP et l'upsell, et donc le trafic qui est censé être le plus qualifié, plutôt que de l'optimiser pour le coût par lead, et donc les gens qui uniquement s'inscrivent après l'opt-in. Donc, on avait changé le ciblage en fonction des gens qui avaient pris l'upsell. Au final, ça nous était revenu plus cher, enfin beaucoup plus cher que du simple coût par lead, et on n'était pas convaincu que ça allait vraiment payer au final. Donc on a préféré de nouveau après optimiser le ciblage pour le coût par lead. Et donc, si je devais comparer premier challenge, deuxième challenge avec la mise en place d'une upsell, ça n'a pas changé grand-chose pour moi en tout cas. Peut-être que pour certains, ça a marché, moi ça n'a pas vraiment été efficace. Donc ici, on a une petite VSL. Je vous ai mis le script juste là si vous voulez checker. Et derrière, on avait du coup une garantie complètement satisfait ou remboursé. Donc on a eu aussi pas mal de gens qui ont pris le VIP et puis qui, après avoir tout consommé et assisté à tous les lives VIP, ont demandé un remboursement. Vous allez en avoir si vous voulez mettre ça en place. Attendez-vous-y. Voilà, donc ça c'est pour l'upsell. Derrière l'upsell, soit les gens la prennent, soit ils disent non merci, je préfère rester en normal. Vous voyez, il y a deux boutons, oui je veux mon VIP ou non je garde mon ticket gratuit. Et donc, on a une thank you page derrière avec un groupe WhatsApp spécial pour les VIP ou un groupe WhatsApp normal pour les gens qui n'ont pas pris le VIP. Évidemment, ils peuvent rajouter les événements dans leur agenda. Et derrière, le WhatsApp group où là, on a envoyé de la valeur au quotidien avant le challenge pour les chauffer, les nourrir. Et pour ça, on a utilisé Periscope qui permet de manager des groupes WhatsApp à plus grosse échelle. Savoir qu'on avait galéré sur le premier challenge parce qu'on faisait tous les changements de communauté à la main, c'était un peu chiant. Donc dès qu'une communauté WhatsApp était pleine, il fallait en recréer une nouvelle, changer le lien dans le final, etc. Periscope, c'est un outil, si vous ne connaissez pas, qui vous permet de gérer tout ça à plus grosse échelle. C'est assez pratique. Donc je vous le recommande. Voilà, ça c'était pour le funnel. Derrière, on a donc les gens petit à petit qui sont chauffés par l'intermédiaire du groupe WhatsApp. Et pour les show-up live, on a utilisé en gros cette séquence. Le premier jour du challenge, du coup, un rappel d'email à 9h, 18h, 19h, un premier envoi WhatsApp à 19h30, un nouvel email à 19h37, un envoi de SMS à 20h, 20h25, 20h35, envoi de SMS à 20h35 et envoi du mail à 22h44. Puis un workflow classique ou des inscriptions. Donc, j'ai pas trop géré tout ce qui est show up rate et tout sur les lives. On n'a pas eu des bons résultats. Enfin, moi, j'étais assez déçu. En gros, sur le premier challenge, on avait eu un problème parce que le premier jour, on avait eu Rabin des Bois en live et du coup, on avait envoyé des SMS en mode oui, il y a Rabin qui sera sur le live et le provider de SMS, il avait bloqué nos SMS le premier jour, donc c'est vraiment le pire jour, et à cause du mot Rabin. Donc ça avait vraiment impacté notre show après sur le premier challenge. Et donc sur le deuxième challenge, on s'est dit là, on va vraiment pas faire la même connerie, on va vraiment essayer de s'appliquer à fond pour avoir le meilleur taux de délivrabilité. Du coup, l'équipe avec laquelle j'ai bossé, c'est pas moi qui l'ai fait directement, on fait en sorte que nos WhatsApp rappels soient en mode utility. Savoir que utility, c'est vraiment le truc le plus élevé en termes de délivrabilité. Il y a sinon marketing, où là, on a plus un taux de délivrabilité qui est autour de 30-50%. Mais nous, on avait vraiment fait relire tous nos messages pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème par des gens en interne. Et donc, avoir le meilleur taux possible d'envoi. Et donc, en gros, le message envoyé, ça ressemblait à ça. C'est un rappel, voilà. Accès, connecte-toi au live ici. Oussama est avec nous. Et on s'attendait du coup à ce que notre show-up rate soit bien meilleur sur le deuxième challenge que sur le premier, grâce à l'envoi. Et au final, c'était pas ouf non plus. On a peut-être gagné 1 ou 2%, mais c'était vraiment pas terrible. En gros, si vous voulez vraiment réussir votre challenge, le plus important, je dirais, c'est l'entrée du funnel. Donc, le fait d'avoir des coûts par lead qui soient peu chers. Vraiment, essayer de faire un max d'ads et essayer d'avoir un organique que vous avez bien entretenu, une grosse brand dans un marché océan bleu, j'ai envie de dire, pas trop océan rouge, donc où il y a relativement peu de concurrents qui font le même type d'ads que vous. Et, euh, et après, les show-up live, c'est aussi hyper important, donc faut pas se foirer sur l'envoi des WhatsApp, l'envoi des mails, l'envoi des SMS. Et si vous réussissez ces deux trucs-là, enfin, c'est le 20-80 qui va faire réussir votre challenge, en tout cas sur la partie promo. Après, il faut que l'idée soit bonne, l'offre soit bonne. Si vous avez une offre éclatée, évidemment, personne n'achètera sur les lives. Mais moi, de mon retour d'expérience, je dirais que ça a été les deux points ceux qui m'ont le plus handicapé.
Sur les emails, du coup, on avait mis en place des workflows avant le challenge, pendant le challenge, après le challenge, pour faire en sorte que les gens se connectent. Donc voilà, je vais pas tout vous détailler parce que ça risque de vous faire chier, mais essayez d'avoir des séquences pour tout. Voilà. Donc ça c'est pour les choix Prate, vraiment c'est hyper important. Pour le challenge en lui-même, du coup, la big idea c'est le truc le plus important du challenge. Et si vous savez pas ce que c'est une big idea, c'est selon la définition de John Ford, une idée qui est instantanément comprise comme étant importante, engageante et bénéfique. Elle entraîne une conclusion inévitable, une conclusion qui facilite la vente du produit. Donc c'est la grosse idée derrière votre lancement, derrière l'opportunité que vous allez mettre en avant. Cette grosse idée, dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit nouvelle, donc que les gens ne l'aient pas forcément vue partout, qu'elle soit spécifique et qu'elle soit crédible. Moi, en l'occurrence, pour mon challenge, la big idea, c'était que la plupart des gens pensent qu'il faut montrer sa tête sur les réseaux ou investir des milliers d'euros en pub pour réussir en ligne. Mais c'est faux. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité émerge, devenir gross operator. C'est le seul métier qui te permet de transformer l'audience des créateurs en revenus grâce aux produits digitaux, sans te montrer et en prenant un pourcentage sur chaque vente. Donc ça, c'était la grosse idée. C'était quelque chose de nouveau, de spécifique, de crédible. Euh, et le premier jour de mon challenge, il était axé sur la découverte de cette nouvelle opportunité et pourquoi est-ce que, selon moi, c'était la meilleure en prenant des arguments vraiment ultra concrets, ultra rationnels pour montrer que quand on compare les différents business models qu'il y a aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur pour se lancer en partant de zéro. Ensuite, au niveau donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est avoir une big idea qui soit intéressante et au plus vous l'avez, au plus vous pourrez l'utiliser dans vos ads, dans votre funnel, dans vos slides pour rendre votre challenge unique et désirable. Ensuite, le deuxième truc sur lequel je me suis vraiment penché lorsque j'ai rédigé les slides et quand je me suis mis dans la peau de mon avatar, c'était ce que j'appelle les 3 croyances. Donc il y a 3 croyances qui peuvent empêcher quelqu'un d'acheter votre offre. La première, c'est les croyances liées au véhicule. En gros, la personne va se dire j'y crois pas, c'est de la merde. Voilà, le e-commerce, j'y crois pas. Gross operator, j'y crois pas. Voilà, il croit pas dans votre opportunité. Il croit pas que c'est suffisamment solide. Donc, le prospect il se dit ce genre de business ça marche pas, c'est saturé, il faut être un expert. Et ce qu'il doit croire après le challenge, c'est que ce modèle, c'est une nouvelle opportunité qui fonctionne aujourd'hui et ça doit créer de la curiosité et de l'adhésion. Le deuxième type de croyance, c'est les croyances internes. Une fois qu'il est convaincu que le véhicule peut fonctionner, c'est est-ce que moi, dans ma situation, j'ai la capacité d'y arriver? Donc là, les gens ils vont se dire je ne suis pas assez légitime, j'ai pas d'audience, je suis pas bon en vente. Et l'objectif, c'est qu'ils se mettent à croire j'ai pas besoin d'être un expert ni d'avoir d'audience. Je peux apprendre à devenir gros operator en suivant une méthode simple et guidée. Et puis le troisième type de croyance qu'il va falloir contrecarrer pour que les gens n'aient plus aucun frein à l'achat, c'est les croyances externes. Donc une fois qu'ils savent que le véhicule est bon, qu'ils savent qu'ils ont la capacité de le faire, ils vont quand même se trouver des excuses liées au fait qu'il y a des conditions externes qui vont les empêcher de réussir. Du style, j'ai pas le temps, c'est trop tard parce qu'il y a déjà trop de concurrence, c'est la crise, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'avoir une compréhension profonde de votre avatar lorsque vous allez écrire vos slides, vos pages de vente, vos publicités, pour savoir quelles sont ces croyances, quels sont les points bloquants qu'ils ont déjà en tête ou qu'ils vont avoir en tête au fur et à mesure que vous allez leur parler de votre offre ou de votre opportunité. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de vos lives, de votre challenge, les gens n'aient plus aucun point de résistance et qu'ils se disent mais en fait il a répondu à tout et ce truc c'est incroyable et j'ai vraiment envie de m'y lancer. Et donc ça c'est au plus vous aurez cette faculté, cette compétence, au plus vous serez bon en marketing. C'est aussi simple que ça. Euh, donc une fois que vous avez vraiment anticipé toutes les croyances, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai construit ce que j'appelle un core framework. Ça vient aussi du livre de Russell Brunson, Expert Secret. Et le core framework, il faut le voir comme la carte mentale qui explique comment votre système fonctionne. Donc simplifié en 3 à 5 étapes. Comment est-ce que les gens vont pouvoir passer de leur situation actuelle à la situation qu'ils désirent, à l'atteinte de leur objectif. Donc moi j'avais décomposé ça en 4 étapes. Match, build, close, scale. Match, c'était comment est-ce qu'on trouve un créateur avec lequel s'associer.
Build, c'est comment est-ce qu'on construit un produit digital ou une formation pour lui en utilisant l'IA. Close, c'est comment est-ce qu'on utilise le setting et le closing pour faire ses premières ventes et générer ses premiers revenus. Et Scale, c'est comment est-ce qu'on utilise les funnels de vente et la publicité pour passer de 5-10 000 euros par mois à plus de 100 000 euros par mois. Donc, c'est ce que j'ai mis en place pour mon business. Je suis absolument convaincu que ça fonctionne. Toutes les méthodes que j'ai utilisées à l'intérieur, elles sont éprouvées. Et il faut juste en fait réussir à le simplifier en 3 à 5 étapes pour que tout le monde puisse le comprendre et que ce soit accessible même à des débutants qui n'ont jamais fait de business. Donc ça, c'est aussi un élément hyper important auquel vous devez penser, le Core Framework. Et c'est que vous allez en parler du coup durant votre challenge, l'expliquer. Moi, par exemple, donc sur mon challenge de 5 jours que j'avais fait le tout premier, le jour 2, c'était lié à comment trouver un créateur. Donc j'expliquais surtout qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour y arriver, comment est-ce que moi j'avais réussi. J'avais fait venir des gros opérateurs qui avaient trouvé des créateurs et eux aussi ils avaient expliqué comment ils avaient réussi. Et donc l'idée c'est que sur chaque étape, vous pensiez quelles sont les objections, ça peut être lié au véhicule, les objections liées à eux-mêmes ou les objections externes que mon client idéal pourrait avoir. Et moi en fait je construisais mes slides en fonction de ces croyances-là pour chacune des étapes. Et j'essayais d'apporter des éléments qui montraient que c'était accessible pour les personnes qui s'en donnaient les moyens. Voilà, et donc après le jour 3, du coup, c'était sur ça, le jour 4 sur ça, le jour 5 sur ça. Et sur mon deuxième challenge, du coup, c'était 3 jours. J'avais fait le jour 1 sur pourquoi est-ce que c'est la meilleure opportunité, donc croyances liées au véhicule, pourquoi est-ce que c'est la meilleure opportunité pour se lancer en 2025, comment trouver des créateurs sur la deuxième partie du live. Le deuxième jour, j'avais fait comment construire la formation et comment faire les premières ventes. Et le troisième jour, comment scaler le business. Ensuite, un autre élément qui va être important pour rendre votre challenge intéressant et pour donner envie aux gens de passer à l'action, ça va être de réfléchir à un mécanisme unique. Donc, le Core Framework, on explique comment le système fonctionne. Le mécanisme unique, on explique pourquoi ce système fonctionne mieux que les autres. Ok ? Donc, pourquoi est-ce que dans ce que je vais proposer, il y a une méthode spéciale, un truc en plus que mes concurrents n'ont pas forcément et qui va permettre à mes clients, aux membres de mon programme, de dépasser tous les blocages qu'ils pourraient avoir, toutes les croyances internes, toutes les croyances externes, toutes les croyances liées au véhicule. Et donc moi, en l'occurrence, mon mécanisme unique, c'est l'utilisation des agents IA, notamment pour réussir à trouver un créateur. Par exemple, on peut automatiser la prospection avec des agents IA plutôt que de passer des heures derrière son ordinateur. Et donc, ça contre l'objection, j'ai pas le temps. On peut utiliser le drop servicing pour déléguer le setting et le closing. Si on a peur, si on a la croyance de ne pas être suffisamment bon en vente pour se lancer, de ne pas être à l'aise pour vendre l'opportunité au créateur, eh bien, on peut déléguer ça à des setters et des closers qui sont déjà formés. Et donc, ça cache une nouvelle grosse croyance que mon client idéal pourrait avoir. Et donc ça, je vous encourage vraiment à le faire. Essayez de réfléchir à des secret sauce qui pourraient être uniques et qui pourraient casser toutes les objections que votre client aurait et donc qui rendraient le chemin beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et avec une probabilité beaucoup plus élevée de réussir. Voilà. L'offre irrésistible, c'est également hyper important lorsque vous allez pitcher votre offre, d'avoir quelque chose de solide qui donne vraiment envie et qui, encore une fois, va attaquer, va vraiment donner confiance et détruire chacune des croyances que votre client idéal pourrait avoir. Donc moi, à chaque fois, chaque composante de mon offre, c'était un moyen de montrer que le chemin allait être beaucoup plus simple au sein de l'incubateur que je propose. Donc par exemple, s'ils ont peur de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir quoi envoyer comme message à leur créateur, eh ben, ils ont des scripts, des templates qui sont déjà préfaites pour eux. S'ils ont peur de se retrouver seuls et d'être bloqués, eh ben, ils ont accès à des coachs et à un mentorat. S'ils ont... voilà, à chaque fois, pour chacun des trucs, on essaie de trouver quel est le problème qui pourrait les bloquer au sein du programme et d'apporter une vraie solution. Et l'idée, c'est pas de le faire en mode je vais vendre du rêve. L'idée, c'est vraiment de se creuser la tête
et d'apporter des livrables au sein de son programme pour que les gens soient satisfaits et que ce soit vraiment un très bon produit en fait, et pas juste faire semblant pour avoir le meilleur marketing possible. Donc voilà, ça c'est hyper important de réfléchir quels sont tous les blocages qu'il pourrait avoir, quelles sont toutes les solutions que je pourrais apporter. Et au plus vous ferez cette mécanique psychologique, au plus votre offre aura de la valeur et les gens auront envie d'acheter. Donc la valeur, l'équation de la valeur d'Alex Hormozy, je pense que vous connaissez, mais c'est quel est le résultat que mon client idéal souhaite atteindre. Donc moi, c'est faire plus de 5 000 euros par mois en tant que gros opérateur et vivre partout, vivre où je veux dans le monde. Quelle est la probabilité perçue d'y arriver? Donc ça, vous pouvez rajouter des choses dans votre offre pour justement que les gens se sentent en confiance et qu'ils se disent bah, j'aurai aucun blocage. Quelle est la durée que ça va leur prendre pour arriver à ce résultat de rêve? Pareil, vous pouvez rajouter des choses pour que ça aille plus vite. Donc moi, par exemple, les agents IA, c'est un moyen d'aller plus vite. On leur a aussi mis des outils. Par exemple, un outil que uniquement normalement les agences d'influence payent, qui coûte 600 dollars par mois, on leur a mis à disposition gratuitement en accès mutualisé pour qu'ils puissent trouver des tonnes et des tonnes d'influenceurs simplement, rapidement et qu'ils n'aient pas à passer des heures à faire des recherches sur Internet. Donc ça, forcément, ça augmente la valeur de mon offre parce qu'ils ont besoin de beaucoup moins de temps, ils sont beaucoup plus en confiance pour trouver des créateurs et ils peuvent même avoir des filtres pour voir lesquels ont pété au cours de ces derniers mois, quels sont ceux qui ont les meilleurs taux d'engagement, etc. etc. Euh, et puis les efforts et les sacrifices, c'est en gros à quel point est-ce que ça va être difficile de réussir. Donc là, pareil, dans votre offre, il faut que vous montriez bah, que même si c'est difficile, parce que ça reste toujours difficile, ils auront ce qu'il faut pour réussir. La structure des jours. Moi, du coup, comme je vous l'ai dit sur mon deuxième challenge, le premier jour, en gros, j'avais parlé de la croyance dans le véhicule. Pourquoi est-ce que Gross Operator, c'est le meilleur truc? Étape 1 du Core Framework, match. Deuxième jour, étape 2 et 3, build et close. Et troisième jour, étape 4. À chaque fois, du coup, j'avais de la preuve sociale. Je voulais non seulement montrer que c'était possible de réussir en tant que gros opérateur. Donc des gros opérateurs sont venus sur les lives pour parler de leur business. C'était des études de cas qui étaient assez interactives en mode podcast. Les gens pouvaient aussi poser leurs questions dans le chat. Et je voulais renforcer la croyance qu'il y avait un vrai marché, un vrai besoin auprès des créateurs. Donc non seulement je me suis creusé la tête pour trouver des gros opérateurs qui ont réussi, mais aussi pour trouver des créateurs qui cherchent des gros opérateurs. Donc en live, on a aussi eu des créateurs qui sont arrivés et qui ont dit, ben voilà, moi, j'ai cette audience dans cette niche, j'arrive pas à la monétiser, je crée du contenu depuis tant de temps, mais je sens que j'ai pas le temps, j'ai pas les compétences pour le faire, donc j'ai besoin d'un bras droit, le gros opérateur. Donc c'était un moyen aussi pour renforcer la confiance dans le fait qu'il y a un vrai besoin dans le marché. Et moi, j'en suis convaincu. Donc c'est pour ça, au plus vous allez être convaincu de ce que vous vendez, au plus ce sera naturel pour vous de le vendre et de trouver des solutions et des arguments pour que les gens aient envie de l'acheter. Votre conviction va se transférer naturellement en fait à votre audience. Et donc ça, c'est hyper important. Je vois beaucoup de gens en ligne qui sont omnibulés par le fait de gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. Mais si vous vendez de la merde, ça ne va pas durer et vous allez probablement pas réussir. Donc réfléchissez déjà à comment est-ce que vous pouvez vraiment apporter de la valeur à vos clients. Creusez-vous la tête pour faire une offre béton. Creusez-vous la tête pour trouver un mécanisme unique qui donne envie et qui peut délivrer aussi des bons résultats. Et ça va vous permettre de vous déjà être en bonne conscience sur ce que vous allez vendre à votre audience, parce que vous serez aligné, vous serez confiant. Et en plus de ça, bah, ça changera la vie de vos clients, donc c'est très cool. Pour vous montrer les slides, on a bossé. C'est pas moi qui ai mis en forme les slides. Moi, j'avais tout rédigé sur Notion et du coup, l'équipe marketing avec laquelle j'ai tapé, elle s'est occupée de tout mettre en forme. 1816. Voilà, donc plus de 2000 slides par jour, ça c'était le jour 1. C'était à peu près pareil sur le premier challenge. Donc, si vous voulez lancer un challenge, attendez-vous à bosser. C'est comme si vous faisiez en fait plusieurs webinaires. Moi perso, j'avais jamais fait de webinaire avant, j'avais toujours vendu en VSL. Donc c'était un vrai challenge aussi pour moi sur mon premier challenge d'être en live comme ça pendant plusieurs jours. C'est hyper fatigant parce que le premier jour vous allez être excité, vous allez avoir de l'adrénaline, deuxième jour aussi. Puis troisième, ça commence à se compliquer. Quatrième, vous êtes fatigué. Surtout moi étant à Dubaï, j'avais le décalage horaire. Donc j'avais pas l'habitude d'être sur ce rythme. Enfin, c'est vraiment un marathon. Il faut quand même garder la pêche, l'intensité parce que les gens le ressentent si vous êtes mou et lent. Donc voilà, ça aussi c'est un truc, la prestation que vous allez faire en live durant les différents jours est hyper importante. Il ne faut pas que les gens se fassent chier parce que vous allez être en concurrence face à TF1 qui met
le film du dimanche soir, vous allez être en concurrence face à Nikita qui montre ses seins sur Instagram, vous allez être en concurrence face à tous les gens, tous les trucs qui pourraient capturer l'attention de votre client idéal. Et donc il faut être divertissant, il faut être interactif, il faut parler avec le chat pour pas que les gens se fassent chier et qu'ils restent avec vous. Et ça aussi, c'est un vrai défi qui est important à relever. Au niveau de la proof, c'est important tout au long de votre challenge d'apporter de la proof. J'ai parlé de la proof du coup en live de gens qui sont intervenus pour montrer que ça fonctionnait bien, mais aussi rajouter de la proof dans vos slides. Donc j'ai repris un petit peu le truc d'Hormozy. Le truc d'Hormozy qu'il a mis dans ses... Il a vendu récemment un truc à 6 000 $ où il parlait justement, il avait fait un playbook spécifique sur la proof. J'ai repris un petit peu ce qu'il a mis. En personne, c'est mieux que virtuel. Si vous pouvez donner de la preuve en personne qui montre que ça a fonctionné, ben, ce sera beaucoup plus crédible. En gros, c'est à quel point est-ce que la preuve que vous montrez sera crédible et donnera confiance à votre audience. Donc en personne, c'est mieux que virtuel. En direct, c'est mieux qu'enregistré. C'est pour ça que l'événement live, ça a plus d'impact qu'une vidéo témoignage qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Sans montage, c'est mieux que monter. Ça sert à rien de faire des trucs trop polissés, des montages de fou sur des témoignages. Il faut rester simple parce que c'est vraiment authentique et donc les gens seront plus à même de le croire. Montrer, c'est mieux que de dire. Ça, c'est important sur vos slides. Ne dites pas ce que vous avez accompli, ne dites pas ce que d'autres ont accompli à l'oral. Apportez des preuves, des screenshots, des images. Vraiment, essayez de montrer au maximum plutôt que de simplement dire ce que vous avez envie de dire. Donc voilà, des captures d'écran, des chiffres, des preuves visuelles. Pas se contenter d'en parler. Au plus ça va ressembler à votre client idéal, au plus la preuve sera persuasive. Chiffré sans chiffre, au plus vous allez donner des chiffres précis, au plus ce sera crédible. Récent, c'est mieux qu'ancien. Au plus les preuves seront récentes, au plus ce sera crédible et au plus ça donnera confiance. Vérifié par un tiers, c'est mieux que déclaré par toi-même. J'ai vu récemment Théo Rossi, qui est un infopreneur dans la niche du copywriting. Dans son offre, lui, par exemple, il a une garantie qui est vérifiée par des avocats du barreau de Paris. Donc forcément, ça donne confiance. Ça donne confiance à sa garantie et c'est un truc qui le détache un petit peu du reste du marché parce qu'il propose une garantie sur son offre qui est vraiment vérifiée par un tiers, par des avocats. Plus de preuves, moins de preuves. Au plus vous donnez de preuves, au plus ça donnera confiance. Moi, j'ai eu des retours comme quoi ça faisait chier quand même pas mal de gens d'avoir trop de témoignages tout au long des slides où je disais, ben voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Mais je pense que sur la majorité, il y en a beaucoup qui avaient besoin d'être persuadés. Donc, il y a peut-être des gens qui vont rager en mode oh là là, il nous gonfle avec ses résultats clients, lui. On a compris que ça fonctionnait, mais c'est important de le faire. Voilà. Donc, au plus votre prospect va avoir des preuves crédibles que ça fonctionne, au plus il arrêtera de douter, il vous fera confiance, sans que vous ayez besoin de vendre à tout prix votre offre. Au plus, ce sera naturel en fait de vous suivre. Et donc, la preuve, c'est vraiment un truc important à inclure dans vos slides. Voilà. Donc, en gros, pour faire simple, on est surtout sur la partie stratégie, là, l'explication de la rédaction des slides, etc. C'est vraiment important d'avoir tous ces voyants qui soient béton. Et après, sur l'aspect rédaction, il ne faut pas aller trop dans le technique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des challenges de personnes qui en avaient fait. J'ai regardé de quoi ils parlaient, on va dire, en termes de structure, jour par jour. À quel moment est-ce qu'ils parlaient de leur offre, à quel moment est-ce qu'il y avait des gens qui intervenaient en live, à quel moment est-ce qu'ils présentaient leur mécanisme unique, à quel moment est-ce qu'ils montraient leur core framework. Et j'ai essayé d'adapter un petit peu. À savoir que sur un webinaire, on dit souvent qu'il faut rester dans le quoi et pas trop aller dans le comment, parce qu'on risque d'apporter trop de valeur et donc de sortir de l'émotionnel. Mais sur un challenge, c'est tellement long que vous êtes un peu obligé d'aller dans le comment et de vraiment apporter du concret. Et à la fin de chaque jour, il faut que vous donniez des exercices à effectuer à l'audience pour qu'elle avance concrètement et que ce soit un challenge. Voilà. Pas que ce soit juste un webinaire, mais un challenge et donc il y a des tâches à faire liées à ce dont vous avez parlé sur la journée. Au niveau du closing, donc à la fin de chaque pitch d'offre, on donnait un formulaire, les gens le remplissaient et on avait du coup comme un lead scoring sur ce formulaire qui allait soit rediriger vers nos meilleurs closers si c'était les prospects les plus qualifiés, donc on a utilisé Typeform pour ça, soit vers des closers un peu moins bons, qu'on estimait en tout cas un peu moins bons,
soit vers des setters, si vraiment le profil n'était pas ultra quali. Donc on avait comme ça des logiques conditionnelles qu'on avait mis en place en fonction des réponses aux questions du formulaire. Au niveau des SOP, donc là c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais on avait un truc assez complet qui a été fait par mon Head of Sales. Hop, comment est-ce que je peux aller sur ça? Voilà. Donc on avait un truc assez complet avec voilà, quand on onboardait un closer, on expliquait le contexte et la vision, le planning du challenge, la vue d'ensemble, les offres, l'utilisation et le paramétrage, les liens de paiement, les process à suivre lorsqu'une vente était effectuée, il fallait écrire dans Slack, etc., etc. Donc tout était vraiment détaillé pour que les closers soient dans un fauteuil. Sur les rémunérations, on donnait 12% si ils collectaient un paiement en une fois, 10% si c'était en 2 ou 3 fois, 8% si c'était en 4, 5 ou 6. Donc les scripts et objections aussi, les détails de la formation. Donc voilà, vraiment, mon Head of Sage a essayé de faire un truc vraiment ultra complet pour que les closers soient dans un fauteuil et qu'ils aient plus qu'à faire de leur mieux pour vendre les offres. Au niveau des incentives, on avait fait du coup sur le deuxième challenge un top 10 avec des primes. On a voulu descendre un petit peu plus. Au début, on avait fait un top 3 sur le premier. Et on est descendu à 7000 € de primes au total du coup sur le deuxième challenge. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup 7000 € avec le recul. On n'a pas eu de grosses différences en termes de data en faisant un top 10 versus un top 3 sur les performances des closers. On avait voulu faire un top 10 parce qu'on s'est dit qu'un mec qui, par exemple, qui est 12e, bah, il va peut-être s'arracher pour faire 10e et donc il va se donner plus à fond sur ses derniers calls. Alors que sur un top 3, ça peut lui paraître trop loin et donc il peut être moins motivé et avoir moins envie. Voilà. Donc ça, c'était sur le closing. Ce qui a été difficile, je pense, ça a été surtout de recruter. On a eu une quarantaine de closers, donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de, comment dire, beaucoup d'entretiens à passer pour trouver des bons profils. Et puis après, le truc qui est compliqué aussi, c'est qu'on s'est staffé avant de lancer les ads, puisque ça prend du temps de recruter 40 closers. Et on a été un petit peu déçus des CPL et des show up rates. Et au final, bah, du coup, il y a eu des closers qui étaient frustrés, ce qui est normal, hein, de ne pas avoir assez de calls. Parce que nous, on avait prédit d'avoir un peu plus de calls, notamment sur le deuxième challenge. Donc ça, c'est aussi un truc qui est à prévoir et qui peut être un peu délicat. Au niveau des KPI qu'on avait obtenus sur le premier challenge, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, on avait eu du coup, on avait attendu 21 429 leads sur les dépenses, avec un CPL à 7 € en attente. Au final, on avait eu 28 000 leads avec un CPL à 5 €. Donc on était content sur les ads du premier challenge, les CPL qu'on avait eu, c'était mieux que ce qu'on avait attendu. Sur le deuxième challenge, par contre, c'était l'inverse. Sur le deuxième challenge, les ads n'avaient pas autant performé. Du coup, on était en dessous de la target. On était un CPL plus élevé. Parce qu'on n'avait pas réussi à détecter de winners en comparaison au premier challenge. Sur le premier challenge, on avait vraiment des ads qui s'étaient détachés sur lesquels on avait beaucoup spend. Sur le deuxième, pas vraiment. Et je pense que c'est aussi dû au fait, comme j'ai dit, que j'avais pas fait autant de contenu en amont du challenge. Et donc peut-être que mon branding était moins imposant. Et donc les CPL étaient plus chers. Voilà. Il y a plusieurs théories hein, qu'on peut avoir. Peut-être la landing page aussi. La landing page a beaucoup moins converti sur le deuxième challenge en comparaison au premier. Donc ça peut aussi avoir une explication. Il y a plusieurs explications possibles. Mais en tout cas, je vous encourage à traquer ces KPI-là. Donc ça, c'était sur la partie promo. Au niveau du show up rate challenge, c'était là où vraiment sur le premier challenge, on avait été en difficulté. Moins 50% sur les attentes qu'on avait. Parce que, je vous l'ai dit, les SMS n'étaient pas partis le premier jour à cause du mot rabbin. Et après, pour rattraper ça, bah, c'est galère. Et sur le deuxième challenge, honnêtement, ça n'a pas été beaucoup mieux. Les SMS sont partis aussi. Je pense que sur le deuxième challenge, c'est parce qu'il y a tellement de gens qui ont fait ce format challenge comme ça, que les gens étaient plus autant réceptifs qu'au tout début. Donc forcément, les show up rates étaient beaucoup plus bas. Aujourd'hui, tout le monde fait des challenges, tout le monde dépense beaucoup en ads sur des challenges. Donc bah, quand tu t'inscris à 3 ou 4 challenges, forcément, tu es moins susceptible de te présenter que si tu t'inscris à un seul et qu'il n'y en a quasiment jamais. Donc voilà. C'est les explications que j'ai. Après, il
peut y en avoir plusieurs. Pourcentage de RDV booké par rapport au vu au pic du challenge, là pareil, on avait surperformé. Donc sur le premier challenge, je pense que c'était dû au fait que les slides étaient bonnes. Moi, je m'étais donné à fond en live aussi. Donc on avait eu une surperformance par rapport aux attentes de nombre de rendez-vous bookés par rapport au vu au pic du challenge, malgré le fait qu'on avait eu un problème avec notre outil de réservation d'appel. Donc bon, malgré ça, c'était pas le point bloquant. Sur les rendez-vous bookés, du coup, par rapport à nos attentes, on avait eu moins 42%, tout simplement parce que le show up rate était tellement bas que c'était pas possible de le rattraper avec ça là. Donc moins 42%. Et après, taux de show up par rapport au closing, on attendait taux de show up multiplié par closing, on attendait 25%, on avait eu 16,5 avec un show up rate un peu trop bas sur l'école. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est important, si vous lancez un challenge, de traquer vos datas et de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Moi, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire aussi. Dans l'ensemble, je suis content des résultats qu'on a eus. J'aurais peut-être pas dû tout internaliser. Enfin, j'ai essayé d'internaliser un max de trucs. Et les trucs que j'avais délégués à une agence marketing, c'était plus ou moins bien passé. Donc voilà, c'est important que vous vous entouriez bien aussi si vous choisissez de le faire avec une agence pour pas avoir de galère. Au niveau des simulations, du coup, si vous voulez tester, je vous ai fait un petit simulateur, un petit Google Doc ici que vous pourrez tester. En orange, du coup, vous pouvez modifier. Et puis après, le reste, ça se met tout seul normalement. Donc les montants que vous souhaitez dépenser en ads. Et puis après, les inscrits organiques. Les inscrits payés, normalement, ça se fait tout seul. Ouais. Ça, vous n'avez pas besoin de le remplir. Hop. Ça, c'est les inscrits orga. Donc voilà, sur 3 scénarios, comme ça vous permet de voir votre rentabilité et les attentes que vous pouvez avoir avant de vous lancer dans un challenge. À savoir que c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Moi, voilà, c'est vraiment beaucoup de travail. C'est moi qui ai rédigé l'intégralité des slides sur tous les jours. C'est pas moi qui ai fait les slides, heureusement. J'avais délégué du coup à une agence marketing. Sur les ads, on m'a aidé pour la rédaction, mais bon, il y avait tous les tournages, la gestion avec les monteurs. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Si vous êtes solo, ça va être compliqué. Il faut quand même aussi avoir un peu de budget, je pense, à investir en ads si vous faites autant de préparation, autant de travail et tout. Donc il faut une équipe solide. Vous l'avez vu aussi, le closing, si vous ne voulez pas vendre en vente directe, et je pense qu'il vaut mieux vendre en closing. Il vous faut une grosse équipe si vous investissez beaucoup d'argent. Donc pareil, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez reçu de la valeur, que vous avez compris un petit peu plus comment structurer un challenge si vous n'avez aucune idée. Vous allez pouvoir jouer avec ça pour voir en fonction des simulations. Vous pouvez investir moins d'argent, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre plus de 100 000 euros en ads pour lancer un challenge. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un bon ordre d'idée de ce qu'il faut mettre en place pour y arriver et de là où sont les enjeux les plus importants. Pour moi, ça a été au niveau des ads, des CPL et des show up rates sur les lives. Si vous avez des suggestions, que vous avez déjà fait des challenges, je suis preneur. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, bonne chance les gars.